à toutes, je vous invite à nous signaler dans le chat quand vous êtes là. Je vois un premier hello. Bonjour Sophie, bonjour Lucie. Bon, ça a l'air de fonctionner. Bienvenue à vous. Ça y est, je vois toute une flopée de messages qui s'affichaient d'un coup. Emma, Julie, Magali, David, Françoise, bonjour tout le monde. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On vous propose un webinaire aujourd'hui, Culture RH, aux côtés de Bénéfice, qui est à l'initiative de cette nouvelle édition, qui est la dernière édition de l'année déjà. L'année a défilé à toute vitesse et on finit en beauté pour vous parler d'un sujet qui est vraiment le sujet, je pense, ces dernières années, on l'a pris dans tous les sens, le sujet de la marque employeur. Mais aujourd'hui, on a décidé de vous le rendre encore plus concret. C'est la promesse de ce webinaire. Et pour le faire aujourd'hui, j'ai à mes côtés, déjà dans un premier temps, Corentin. Bonjour Corentin. Est-ce que tu veux bien nous dire en deux, trois mots qui tu es, ce que tu fais de beau et puis on verra après ensuite pourquoi on est là. Eh bien, écoute, moi je m'appelle donc Corentin, je travaille chez Bénéfice et je m'occupe aussi de toute la partie évangélisation et donc marketing, création de contenu, recherche sur les RH et comment on peut apporter de la valeur à nos clients. Très bien, simple, efficace. Et ensuite, on a Calixte avec nous. Bonjour Calixte, dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais de beau. Ouais, bonjour Anaïs, bonjour Corentin. Calix, moi je travaille dans les ressources humaines depuis une vingtaine d'années et j'ai monté un cabinet de conseil il y a 3 ans maintenant qui s'appelle In Résidence. On est une cinquantaine et on essaye de vivre notre métier de passion, notre métier de RH un peu différemment, en collectif, dans une société opale. Effectivement, la marque employeur, c'est un gros sujet, surtout dans la guerre des talents qu'on connaît de plus en plus. Très bien. Et alors, j'en profite pour saluer, je vois Constance dans le chat, je crois savoir qui est Constance, qui salue tout le monde. Bonjour Constance. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Je vois des gens qui sont arrivés entre-temps. Comme je le dis à chaque fois, et je le répète à nouveau, évidemment, ce webinaire, c'est votre webinaire. Profitez-en. Sentez-vous à l'aise de réagir, poser vos questions. Moi, je me ferai votre relais auprès de Corentin et de Calixte. Voilà, profitez-en, c'est le moment. On est là pour à peu près 3/4 d'heure, maximum 1 heure ensemble. Et puis voilà, on est parti. Moi, je vous propose peut-être déjà, dans un premier temps, qu'on clarifie un petit peu pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui. Est-ce que Corentin, tu veux bien nous briefer un petit peu, qu'on sache où est-ce qu'on a mis les pieds pendant ce webinaire? Absolument, oui, vous êtes au bon endroit et du coup, aujourd'hui, on va vous parler de la marque employeur et aussi du sujet principalement pour les TPE, PME. Mais évidemment, beaucoup de ces conseils peuvent être utilisés aussi dans de grandes entreprises. Mais c'est vraiment très important de comprendre qu'aujourd'hui, on a donc, on va avoir une marque employeur. C'est un sujet, très complexe pour les TPE, PME en intro. Puis, on va voir comment on peut la mettre en place et bien la formaliser en interne parce que sans culture RH bien formalisée, il n'y a pas de marque employeur. Ensuite, une marque employeur, souvent, c'est du concret. Donc, c'est des avantages qui vont être uniques pour se différencier. Un des exemples qu'on prenait un peu à l'époque et qui a été un peu un coup de génie d'ailleurs à l'époque, c'était Google qui offrait tous les déjeuners avec des toboggans, avec des choses comme ça dans leur bureau. Et en fait, on s'est rendu compte que en fait, ça a amené énormément de gens chez Google qui étaient pourtant des gens incroyablement recherchés sur le marché. Et en fait, donc c'est super intéressant d'avoir ce point-là. Ensuite, on va vous montrer comment bien communiquer pour mettre en avant ces avantages et tout votre travail. Et ensuite, on va vous parler un peu d'outillage avec les bons outils pour utiliser le travail. Et donc, après, évidemment, la conclusion. Ok, très bien. Merci pour ce tour d'horizon. Alors, j'en profite, j'ai une petite requête de la part du chat. Calix, est-ce que, et tout le monde d'ailleurs, je vous propose qu'on coupe nos micros quand on ne prend pas la parole, comme ça évite de polluer le son, comme ça sera plus confortable pour tout le monde. Et donc, pourquoi ce sujet aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'il est important? Je pense que le message aussi, ça résume un peu ce que tu viens de dire, c'est que la marque employeur ne concerne pas que les grandes entreprises, finalement. Mais une fois qu'on a dit ça, OK, qu'est-ce qu'on fait? OK, certes, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Et ça va être la promesse de ce webinaire, ça va être aussi de vous partager des clés concrètes, accessibles aux TPE comme aux PME. Pardon, je vais y arriver.
Est-ce que Calixte, tu veux partager un petit peu de ton point de vue sur le pourquoi ce sujet il est primordial aujourd'hui, y compris pour les TPE et les PME? Ouais, c'est un sujet absolument capital. On est dans une société avec un grand S qui pousse à la spécification, à la personnalisation à l'extrême. En entreprise, on doit faire de la même manière. Deux boulangeries ne sont pas identiques, deux PME ne sont pas identiques et on doit expliciter pourquoi est-ce qu'on se différencie des autres. Moi, je vois trois avantages qui sont repris ici. J'en ajoute un de plus. Un, c'est effectivement de trouver les talents parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver les bons talents. Ils ont le choix, on est dans un marché de l'emploi extrêmement tendu, surtout sur des ressources rares, et on va pouvoir leur expliquer pourquoi c'est intéressant de venir dans notre entreprise. Et souvent, on a l'impression que cette marque employeur, elle est que pour le recrutement, que pour les nouveaux talents, mais le point numéro 2, il est aussi très vrai, c'est fidéliser les personnes qui sont aujourd'hui dans l'entreprise, qui vont comprendre pourquoi ils sont là, quel est l'intérêt, quel est le sens, à quel point ils peuvent évangéliser et communiquer en extérieur sur cette marque employeur. Et enfin, troisièmement, c'est l'image et la réputation de l'entreprise. Je vais le tourner à la négative. On a tous regardé Balance ta startup, qui est un compte Instagram qui sort des complexités, des sujets assez durs en interne dans les entreprises. Et donc, il y a eu des effets sur le recrutement, mais il y a eu des effets aussi sur le business, notamment certaines marques B2C qui ont vu leur chiffre d'affaires, pour rester poli, se casser la gueule. Alors même que c'était juste de la marque employeur. Et aujourd'hui, quand on achète un produit, on est consommateur. On dit souvent, c'est le lait là qui s'appelle Qui veut être le patron, là je ne sais plus comment s'appelle la marque, mais bref, qui explique qu'on a un bulletin de vote qui est notre carte bancaire et on peut choisir comment est-ce qu'on consomme. Et les consommateurs, les utilisateurs veulent utiliser aussi des entreprises qui sont respectueuses, qui ont une vraie mission. Et donc, la marque employeur peut aussi avoir un impact au niveau marketing. Et là, Corentin ne pourra que me dire du plus au niveau commercial et au niveau fidélisation des clients. Ouais, clairement, et clairement, et on voit en fait que la marque employeur, en fait, c'est un peu à deux tranchants. On a le côté fidélisation, recruter qui paraît absolument évident, mais après, c'est aussi un enjeu où on va avoir des entreprises qui ont souvent des super marques employeurs, mais en fait, qui vivent pas forcément leurs valeurs, qui sont en fait avec des managers qui parfois sont pas du tout dans les clous et qui font sortir des gens. Et donc, il peut y avoir des impacts négatifs à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise, avec les exemples que tu as donnés. Et il y a aussi le côté motivation des salariés. On sait que quand il y a une vraie culture d'entreprise et où il y a euh, un vrai esprit d'équipe dans l'entreprise et où les gens se sentent bien où ils sont, bah, dans les moments difficiles, c'est les moments où on peut mettre parfois un coup d'accélérateur. Et ça, dans les petites entreprises, on sait que c'est super important, dans les startups et ainsi de suite. Et Je justement, propose de changer de slide. ouais, ce que j'allais dire, ça permet peut-être de faire du lien justement avec les petites entreprises et en quoi ça devient quelque chose de particulièrement complexe pour elles, parce que ça amène à se poser la question, est-ce que c'est une question de moyens finalement ou pas? Mais ça, je te laisse rebondir, Corentin. Oui, d'ailleurs, je tiens à m'excuser pour le double T à Oui, je viens de voir. entreprise. Oups, personne ne Donc, l'a vu. voilà, Pourtant, on a été peut-être 5 personnes à voir la présentation, mais je crois oui, que à c'est la fin force de d'année, tout le monde est un peu fatigué. Pardonnez-nous pour le double T. Donc, on vient de le voir. Ouais, pourquoi c'est difficile pour les petites entreprises? C'est assez simple. La première, c'est que quand vous êtes Coca-Cola, tout le monde vous connaît. Quand vous êtes une entreprise de 10 personnes, a priori, personne ne vous connaît. Et donc, il y a un vrai sujet de notoriété. Quand vous êtes sur le marché de l'emploi, on va un peu vous considérer parce qu'on ne comprend pas ce que vous faites, qui vous êtes. Donc, on ne va pas postuler chez vous. Et aussi, en fait, vous allez être une parmi des centaines de milliers. Donc, finalement, pour sortir du lot, être au bon moment, au bon endroit, c'est très, très difficile. Il y a aussi des sujets, évidemment, de manque de budget. C'est super difficile de concurrencer des grands groupes ou des scale-up qui vont proposer des packages très intéressants ou des packages avec, par exemple, de l'épargne salariale, avec d'autres avantages. Quand vous êtes une petite entreprise, vous avez rarement le temps de formaliser tout ça.
Et après, évidemment, et ça c'est un des problèmes auxquels Calix s'attaque aussi, c'est le problème que dans une petite entreprise, il n'y a pas forcément de RH parce qu'on n'a pas encore la place, parce qu'on n'a pas encore quelqu'un qui peut être à temps plein. Et c'est d'ailleurs un enjeu qui est très important parce qu'une équipe limitée, forcément, c'est peu de possibilités de faire des projets. Et alors, on a dans le chat Paulac, désolé si je prononce pas bien, mais qui lui ou elle est dans la fonction publique et qui souligne qu'il y a en fait un long travail de communication à faire forcément. Et puis Anaïs dans le chat qui te rejoint, Corentin, en disant moi aussi je travaille dans le secteur public et pardon, non, j'ai sauté le message. Une TPE n'a pas les mêmes objectifs qu'un grand groupe aussi. Et c'est Charlotte qui complète, qui elle aussi dans le secteur public. Donc, j'espère que ce webinaire vous parlera aussi. Je pense que ça s'adresse aussi au secteur public. Finalement, il n'y a aucune limite. Le sujet de la marque employeur concerne absolument tout le monde. Il n'y avait pas de limite sur ce sujet. Et alors, peut-être un petit topo sur aujourd'hui, qu'est-ce qui vous unit tous les deux et pourquoi se retrouver sur ce sujet-là, histoire de comprendre un peu aussi l'ambition de ce webinaire. Vas-y, ouais, ok. En fait, donc nous, on accompagne bon nombre de clients sur des problématiques RH et beaucoup d'entre elles ont des sujets d'attraction et de fidélisation des talents. On se confronte aussi à une société qui change, à une génération qui arrive sur le marché de l'emploi et qui a envie de travailler différemment, de plus avoir un CDI pendant des années et des années. Il y a une image que je donne souvent, c'est nos grands-parents indiquaient « je travaille chez Total, je travaille à la BNP », mais on ne savait même pas leur métier. C'était juste l'entreprise qui était numéro un. Ensuite, nos parents, j'étais responsable comptable dans telle entreprise, donc le métier est arrivé. Et aujourd'hui, si vous arrêtez des gens dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Ils vont répondre, je suis graphiste, je suis développeur, je suis etc. Le métier prend le pas sur l'entreprise. Alors, ce n'est pas vrai dans 100% des cas, mais ça commence de plus en plus à percevoir. Et je suis encore très jeune, mais j'ai des neveux et nièces qui ont une grosse vingtaine d'années. Et eux, jamais de la vie, ils n'ont envie de s'engager sur du très long terme avec une entreprise. Et donc, il faut non seulement voir la concurrence des autres entreprises de son secteur, la concurrence des autres entreprises qui sont similaires. Quand j'étais chez La Fourchette, par exemple, un de nos concurrents, c'était Deezer. Deux activités très distinctes, mais quand on ciblait des collaborateurs, ils avaient le choix entre La Fourchette, Deezer, Criteo, etc. Et ensuite, troisièmement, entre des modes d'organisation différents. Avant, on luttait juste sur l'attractivité des entreprises. Aujourd'hui, il faut lutter aussi sur le mode de travail. Donc, pourquoi est-ce que les gens sont indépendants, montent une entreprise, ont de la flexibilité? Et tout ça, c'est aussi de travailler d'un point de vue assez macro sur quelle est l'offre qu'on donne aux collaborateurs. Il y a quelque chose qu'on travaille avec nos clients, c'est l'Employee Value Proposition, EVP. C'est quelle est notre proposition de valeur pour les collaborateurs. Toi, un tel, une telle, tu viens dans mon entreprise, qu'est-ce que je vais te donner sur du court terme, sur du moyen terme et sur du long terme. Et on voit que ça prend beaucoup plus d'ampleur. Tu disais, Corentin, que c'est limité par les moyens, mais en fait, avec peu de moyens, on peut faire beaucoup si jamais c'est utilisé de façon intelligente. Et j'aime beaucoup une entreprise, par exemple, qui s'appelle Norcis, qui est un cabinet de conseil qui n'est pas très connu. Et eux, ils ont une proposition de valeur qui est assez long-termiste, où chaque collaborateur qui passe dans les effectifs est accompagné tout au long de sa carrière. C'est-à-dire même quand il a quitté l'entreprise, il reste, s'il le souhaite, lié à l'entreprise. Il a accès à des bureaux, à des formations, à du coaching, à des CV, à du réseau sur la totalité. Et donc, on sait que ce collaborateur-là, quand il va dans cette entreprise, il sait pourquoi il y va. Il sait que ça va l'accompagner toute sa carrière. Et donc, avec Corentin, c'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement parce que les entreprises ont du mal à clarifier leur proposition de valeur. Et juste avec quelques mots, quelques temps sur juste des petits points, des petits tirets sur une feuille, on peut déjà clarifier pas mal de choses pour pouvoir se différencier et avoir de meilleurs talents, les garder, qu'ils deviennent des promoteurs aussi. On en reparlera, ça, Corentin, mais un collaborateur, c'est aussi un promoteur interne, c'est un promoteur externe, à la fois de l'entreprise, mais aussi de la marque. On a pas mal de solutions, pour en citer quelques-unes, qui poussent les collaborateurs par un jeu de gamification où ils gagnent des points, ils peuvent les donner à des associations, etc., quand ils communiquent sur leur marque. Je finis après, désolé, je suis très long, mais le meilleur exemple, c'est L'Oréal, que je peux donner sur ce sujet-là.
On connaît tous quelqu'un qui est chez L'Oréal, hein, c'est comme une entreprise assez magique. Et Non. en fait, non, tu connais pas? Bon, bah, voilà, je Non. pourrais t'en présenter. Et en fait, Vas-y. les collaborateurs de L'Oréal, ils ont accès à des produits à prix cassé, à prix discount, pour eux, mais aussi pour leur entourage. Et donc, ça a très bien fonctionné, mais ils se sont rendus compte que ça avait un peu de mal à décoller. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné des points à ces collaborateurs à chaque fois qu'il y avait des commandes sur leur compte. Et avec ces points, ils peuvent eux-mêmes transformer. Ce qui fait que les collaborateurs sont incités positivement à vendre la marque à leurs proches. Parce qu'on sait que quand il y a un biais de connaissances, ou si jamais c'est un de notre entourage, quelqu'un qu'on apprécie qui va nous vendre un produit, on va être plus à même de l'acheter. Voilà. C'était très long, désolé. Non, mais c'était long, mais je t'en prie parce que compris. c'est une super transition parce que j'ai fait un stage chez L'Oréal et j'ai bien profité de ces produits et pas que ma famille aussi. Et aussi, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on peut faire aussi beaucoup avec peu de moyens si on a par exemple, nous, ça va être vraiment chez Bénéfice, les avantages sociaux, mettre en place des packages d'avantages sociaux. On se rend compte que avec des moyens financiers moins importants, on peut donner plus de pouvoir d'achat aux salariés. Et donc, on verra que c'est quelque chose de très important dans la culture d'entreprise et dans la marque employeur. Parce qu'une entreprise qui paye bien, forcément, c'est une entreprise attractive. Donc, absolument d'accord avec toi. Et je pense qu'on peut passer à la slide Alors, d'après. juste petite parenthèse avant, parce qu'il y a quelques réactions dans le chat et Hakim qui rebondit sur ce que tu disais, Calixte, sur les employés qui deviennent promoteurs. Alors, il dit effectivement, les employés heureux sont les meilleurs ambassadeurs pour promouvoir une entreprise. Ils vont aller jusqu'à partager leurs avis sur Glassdoor ou LinkedIn. Et alors, Zineb qui pose la question, tu as parlé de gamification très rapidement. Elle demandait s'il s'agit de sociable, je ne sais pas comment on dit sociable. Je ne sais pas si ça te parle. Est-ce que c'est ça l'outil dont tu parles ou pas du tout? Non, je vais le retrouver là pendant qu'on se parle. Voilà. C'est un outil en fait où en fait les collaborateurs sont incités, donc il y a un jeu toutes les semaines, tous les mois, etc., à poster sur leur réseau personnel, TikTok, Facebook, Instagram, etc., avec un hashtag. Ce hashtag est comptabilisé à chaque interaction, donc des plus, des likes, etc. Et avec ces points, ils gagnent des crédits. Voilà, et les crédits peuvent les donner à des associations de leur choix. C'est North6, c'est ça? Non, Narcisse, c'est la PME, c'est le cabinet de conseil qui accompagne les collaborateurs. Tu réponds à l'autre. Je vous retrouverai le nom dans pas longtemps, juste 2 secondes. Mais voilà, c'est une idée pour inciter les collaborateurs positivement à le faire. On a tous demandé, poussé nos collaborateurs à poster sur LinkedIn une annonce d'emploi, une annonce de communication et tout, mais on rentre un peu dans la vie personnelle des gens et c'est pas forcément évident. On n'est pas tous très à l'aise à communiquer sur nos réseaux personnels. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Je pense qu'on va parler de la notion d'influence RH notamment. Et je vois Anita dans le chat qui parle d'employé à vocation. On va y revenir tout à l'heure parce que ça fait partie des sujets. Et tout à l'heure, Calixte, tu évoquais l'EVP et ça me permet de faire du lien avec le sujet suivant sur la culture d'entreprise parce que c'est quand même la base de la marque employeur. Ça permet de faire des ponts, donc c'est parfait sur les éléments qui constituent la culture d'une entreprise aujourd'hui. Est-ce que Corentin, tu veux nous faire un petit peu un tour d'horizon de ce que tu as identifié de ton côté et puis Calixte pourra compléter Oui, bien sûr. Pour moi, les éléments de la culture d'entreprise, ce qui va être très important, c'est qu'il y ait des valeurs qui soient compréhensibles et qui soient formalisées. En fait, une entreprise, elle doit expliquer ce qu'elle est et ce qu'elle attend aussi des personnes qui la rejoignent pour qu'il y ait un vrai fit, en fait. De ne pas se dire qu'en fait, on va chercher quelque chose dans une entreprise qui n'existe pas vraiment et il faut vraiment que ces valeurs soient construites en interne. Donc, ça donne une vision et une mission qui est vraiment partagée. Il y a aussi quand même un environnement de travail qui est plutôt bienveillant, inclusif. On sait que c'est super important pour les nouvelles générations, mais c'est aussi important d'avoir ça dans ses valeurs parce que c'est souvent ça qui fait les départs. Souvent, les gens, on connaît tous la stat, mais je crois que c'est 2 tiers des personnes qui partent à cause de leur manager, par exemple. Et le dernier point pour moi, c'est du concret avant tout. En fait, si les valeurs d'entreprise ne sont pas vécues en interne, en fait, elles ne sont pas appliquées et finalement, ça crée même un frein
en se disant vous avez sur les murs toujours des valeurs super sympas et qui donnent vraiment envie. Et en fait, votre quotidien, ce n'est pas ça du tout. Et au contraire, c'est vraiment les problématiques qu'on peut rencontrer donc, du concret à l'emploi. Ouais, les valeurs Et doivent de la être cohérence. incarnées, ce qu'elle dit Patricia. Ouais, et de la Ouais. cohérence. Exactement, de l'incarnation de la cohérence. On connaît beaucoup d'entreprises qui font du greenwashing, du machin washing, qui communiquent en externe, mais en interne, c'est très compliqué. Donc, on ne va pas nécessairement les citer. On va plutôt citer des entreprises qui sont cohérentes du début à la fin. Je pense notamment à l'entreprise Phoenix qui lutte contre le déchet, le gaspillage alimentaire. Ok. Et il y a une vraie cohérence entre ce qu'ils communiquent, ce qu'ils font en externe et aussi ce qu'ils communiquent, ce qu'ils font en interne. Je pense aussi à une entreprise qui s'appelle Give. Give, c'est le bon coin du don, là, Oui. si on veut donner des objets. Pareil, les collaborateurs qui rejoignent cette entreprise, ils le font pour une mission claire, pour de la cohérence, et les actions menées en interne sont en cohérence avec la mission et la valeur de l'entreprise. Donc ça, c'est une vraie force quand on a une entreprise avec une valeur sociétale très forte. On peut aussi avoir une entreprise qui n'a pas nécessairement une valeur sociétale très forte, une entreprise qui fait des chaussures, par exemple. Je peux citer Fago, mais qui pour autant a pris l'engagement sociétal qui est très fort, qui est de sauver la planète. Et donc, ils expliquent que s'habiller, c'est obligatoire. On est tous obligés de s'habiller, sauf ceux qui sont nudistes, mais il reste une petite tranche de la population. Et que du coup, on peut le faire différemment. Et là aussi, il y a une vraie cohérence. Leur déménagement à Nantes était en cohérence par rapport à ça, ce qui permet d'attirer et les gens ont envie de travailler. J'ai plein d'exemples. Je peux vous citer Welcome to Jungle, où le fait de travailler sur une nouvelle façon de travailler en interne, sur d'être innovant, d'avoir un laboratoire, d'essayer la semaine de 4 jours, je vous garantis que moi, j'ai des collaborateurs, j'ai des gens que je connais qui disent j'ai envie d'aller chez Welcome pour la semaine de 4 jours, mais pour la cohérence qu'ils ont sur la semaine de 4 jours. Pas seulement le fait d'avoir une journée off, c'est pas ça, c'est la cohérence qu'ils ont. Et donc, cette histoire de cohérence et d'incarnation des valeurs, Jérémy Cléda, le patron de Welcome to Jungle, il incarne l'intégralité des valeurs qu'il promeut en interne et en externe. C'est pas du chiquet, je ne sais pas si certains ont eu la chance de lui parler, mais on sent que c'est vrai, c'est sincère ce qu'il dit. Et donc, cette cohérence, pour moi, c'est hyper important. Oui, exactement. Et nous, par exemple, on sait que avoir des avantages comme le remote et vivre vraiment une culture remote chez Bénéfice, ou de proposer des avantages comme on va le proposer aussi à nos clients, en fait, c'est quelque chose de fondamental aussi dans la culture et c'est quelque chose qui nous aide beaucoup à recruter et à fidéliser nos salariés. Donc, tout à fait d'accord, il faut vivre concrètement ces valeurs et trouver les personnes qui résonnent un peu avec ces valeurs. J'adore ce que dit Sandrine. Ouais, c'est ce que j'allais relever, Sandrine, qui dit: «J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la course à la marque employeur fait que certaines sociétés vendent du rêve, mais en fait, c'est encore pire». Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est encore pire. Vaut mieux, dans ces cas-là, ne rien faire parce que c'est encore pire, parce que les candidats comme les salariés se sentent dupés. Enfin, la déception n'en est que plus grande et en fait, vaut mieux rien faire ou bien le faire. Il y a pas d'entre-deux, quoi. Ouais, et Sandrine a raison. Si on en fait trop et que c'est faux, le retour de bâton sera gigantesque. On aura peut-être un petit moment de fame où on va attirer des talents, fidéliser, avoir des clients, mais en fait, le retour de bâton sera beaucoup plus important. Et ce qu'on dit souvent, et ça revient sur une des premières slides sur les moyens, c'est pas la peine d'en faire énormément. C'est pas la peine de tout faire. C'est un peu comme les avantages sociaux, quand on en parlait, quand on met en place une démarche, c'est pas la peine de sortir le chéquier et de signer avec 15 prestataires de perks d'avantages sociaux. Il vaut mieux en choisir un ou deux, mais d'être cohérent, crédible, de communiquer et d'y aller étape par étape. Et ça peut être très simple. Je pense à ma petite boulangerie de quartier, qui est une entreprise avec une dizaine de personnes, qui a été montée par 2 femmes entrepreneurs il y a une dizaine d'années. Ils ne font pas grand-chose en marque employeur, mais en fait, ça s'est su dans le quartier que c'était une entreprise où ils faisaient bon vivre, que les équipes restaient, que les gens étaient contents de travailler là-bas. Et du coup, forcément, ça rayonne un peu parce que je reviens sur cet acte de consommation, cet acte d'achat. Moi, je préfère acheter une baguette dans un établissement où je sais que les produits sont sains, sont bio, etc., mais qu'en plus, les collaborateurs sont bien traités, plutôt que dans un établissement qui va nous vendre du rêve, du produit frais et tout, et en fait, c'est du surgelé, les collaborateurs tournent, etc. Oui, en fait, il faut viser l'authenticité. Il ne faut pas chercher à
à faire du fake. Je vois Antonia qui relève ça aussi dans le chat, qui dit ouais, mais là, est-ce que ce sont pas des valeurs faciles? Mais je pense que déjà la première étape, c'est peut-être de se poser à l'interne et de faire parler les collaborateurs sur ce que eux estiment être les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Et déjà les impliquer, c'est déjà en fait, c'est la condition, c'est même la condition en fait pour que tout soit sincère. C'est de les intégrer dans cette réflexion et partir de l'interne pour définir ce qu'est notre culture et ensuite Ouais. la communiquer à l'externe. Exactement. Je pense à un autre exemple, Antonia, tout n'est pas nécessairement sur le remote en fait. Tout n'est pas Oui, il n'y a pas que le remote dans la vie. J'ai travaillé dans une blanchisserie industrielle pendant 5 ans qui interdisait le remote. Mais ce n'était pas parce qu'ils étaient contre, etc. C'était aussi une des valeurs, c'était l'exemplarité. Et comme les collaborateurs et les collaboratrices qui sont derrière une machine en industrie ne peuvent pas le faire en remote, c'était normal que les cadres, les cols blancs, soient également présents sur site. Et il y avait une cohérence, il y avait un lien avec la valeur. Et en fait, moi, à l'époque, je trouvais ça hyper cohérent. Limite, si on m'avait dit va en remote, je n'aurais pas compris. Donc, c'est, comme tu disais, Anaïs, c'est vraiment en lien avec les valeurs de l'entreprise, le besoin des collaborateurs et le produit qu'on vend. Et Bénéfice est le parfait exemple d'ailleurs. Pour ça, je me permets parce que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps Constance, RH chez Bénéfice. Et bon, désolée, je me permets parce que Corentin est tellement modeste et humble, il ne le dira pas, mais moi, je me permets de le dire parce que je connais bien Bénéfice pour avoir interviewé Constance. Et ils sont la preuve par l'exemple parce qu'ils incarnent aussi bien le produit, la solution qu'ils vendent en l'appliquant à l'interne. Et je vous partagerai l'article si ça vous dit, si vous voulez aller voir un peu plus sur ce qui se passe dans les coulisses de Bénéfice. Mais je trouve que c'est un bel exemple parce que Bénéfice applique en interne ce qu'ils vendent à l'externe en termes de solutions. Donc, voilà, je me permettais la petite parenthèse. Est-ce qu'il y avait des... Non, on avance sur le sujet suivant. Alors, sur l'onboarding, je reprends juste la petite stat que tu as partagée, Corentin. D'après une étude RH américaine, les entreprises dotées d'une culture d'entreprise solide améliorent le taux de rétention des nouveaux salariés de 82%. On sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai critère pour recruter, mais aussi pour fidéliser. Et donc, il y a le sujet de l'onboarding notamment qui est clé parce que c'est bien beau de recruter, mais derrière, comment est-ce qu'on onboard? Parce que l'onboard, pour moi, j'aime bien dire que quand l'onboarding, c'est encore une partie du recrutement pour moi. Je considère que le recrutement, ça n'arrête pas au jour où on a signé le contrat. En fait, on n'a pas fini de séduire complètement. Il y a la phase d'onboarding derrière. Anaïs qui demande est-ce que Bénéfice recrute? Alors là, je laisserai Anaïs contacter Corentin a posteriori. Du coup, le sujet de l'onboarding, Corentin, comment, selon toi, les étapes pour un bon onboarding, je vais arriver à parler. Nous, ce qui est très important, c'est, comme vous voyez, c'est un qui est effectivement super fit culturel au début. Donc, on a un vrai programme d'entretien qui peut paraître parfois long, mais qui, en fait, est vraiment intéressant parce qu'il nous permet de connaître très bien les personnes et d'être sûr que la personne est la bonne personne. Donc, au final, assez peu de turnover. Un onboarding qui est vraiment aussi très clair. La personne va rencontrer toutes les équipes, prendre des cafés avec tout le monde pour vraiment faire partie un peu de l'équipe et comprendre un peu comment marche tout le monde. Et ensuite, on a des rituels managériaux qui sont vraiment huilés, réguliers. L'idée, c'est de faire en sorte que nous, comme on a la spécificité d'être en remote, mais ce qui ne veut pas dire que ça doit s'appliquer qu'aux entreprises remote, il faut que toutes les entreprises que tous les managers puissent parler régulièrement avec leurs salariés et de façon vraiment équilibrée, et aussi qu'on ait des rituels d'entreprise, que ce soit du learning, que ce soit des moments où chaque équipe présente ses réalisations. En fait, il faut vraiment cadrer les choses et créer un peu une dynamique de groupe pour créer un peu comment dirais-je, une sorte de dialogue un peu commun dans l'entreprise. Est-ce que Calix, tu voulais compléter? Je pense que Corentin a dit beaucoup de choses très pertinentes. Donc, qu'est-ce que je pourrais ajouter sur l'onboarding? Peut-être vous citer 2 exemples qui ont vraiment fait la différence. C'est Doctolib qui, au moment de leur très très forte croissance et qui recrutaient, qu'ils attiraient des paquets de gens, vraiment des paquets, c'est-à-dire qu'il y avait 10, 20, 30, 50, 100 personnes qui arrivaient
toutes les semaines, ils ont décidé de créer un système de promotion, donc plutôt culturelle américaine. Et en fait, les onboarding, c'était le premier lundi de chaque mois, le troisième lundi de chaque mois, etc. Et donc, ça a créé une culture de promotion avec énormément de nouveaux, ce qui favorise beaucoup l'intégration, la clarté, parce que le fondateur n'a pas nécessairement une demi-heure à passer avec chacun des nouveaux, mais si jamais c'est en promotion et qu'il va délivrer un message, là aussi, c'est dans la cohérence. Et pendant cet onboarding, pour insister sur la marque employeur, il y avait des phases pour connaître parfaitement le produit, puisque même si jamais on est au RH, on n'est pas utilisateur du produit Doctolib, alors peut-être à titre perso, mais bref, peu importe, mais de connaître vraiment le produit, pourquoi est-ce qu'il est intéressant. Et ils insistent beaucoup, Doctolib, sur leur mission qui est de créer des médecins, c'est-à-dire de rendre du temps de médecin. Un médecin qui passe, j'en sais rien, 4 heures par semaine sur l'administratif, ça va lui être supprimé, ce qui fait donc 4 heures de médecins supplémentaires par semaine. Et ça, c'est des choses qui étaient vraiment données à l'ensemble des collaborateurs dès le premier jour. Et deuxième exemple que je peux vous donner sur une grande entreprise dans les médias, dans les médias, qui s'est rendu compte qu'il y avait un certain sujet de performance passé 1 an, 2 ans des collaborateurs. Et donc là, pour le coup, on les a vraiment accompagnés sur ce que tu parles là du fit culturel, c'est-à-dire comment est-ce qu'au bout de 90 jours, on s'assure que les collaborateurs fit avec l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de delta entre l'entretien et la réalité, et sont sur le bon chemin de la performance. Donc ça, c'est un truc américain qui s'appelle enablement. On fait du sales enablement, on fait plein de choses enablement pour que le collaborateur soit efficace plus rapidement et qu'on puisse là aussi se rendre compte plus vite des erreurs qui coûtent cher à tout le monde, au collaborateur parce qu'il n'est pas dans la bonne entreprise au bon poste, à l'entreprise parce qu'il n'a pas le bon collaborateur, à l'équipe parce que machin, au manager parce que ça, au RH, enfin bref, ça coûte beaucoup de se tromper sur l'onboarding et de se poser. On pourrait faire un webinaire juste sur ça parce que c'est un sujet passionnant, mais de bien vraiment réfléchir à quels sont les objectifs de l'onboarding et de les tacler un à un. Donc, on l'a dit, performance, fit culturel, marque employeur, efficacité, forcément, ça fonctionne, quoi. Et ce à quoi on pourrait même ajouter le rapport d'étonnement, qui permet aussi, dans la lignée de la marque employeur, d'un peu vérifier, selon ce que la personne qui vient d'être embauchée, rapporte. Est-ce qu'on est bien cohérent entre ce qu'on a communiqué avant l'embauche et ce que la personne vit effectivement pendant, sa période d'essai? Je trouve que c'est un super outil pour, s'assurer de, notre alignement, en termes de marque employeur à l'interne et à l'externe. Petit bond sur, les avantages. Alors là, on rentre vraiment dans du concret parce que, c'est quand même le cœur, le cœur, de la vie du collaborateur, et ça passe notamment par comprendre quelles sont ses attentes. Je pense, Corentin, tu as pas mal de choses à nous partager sur, le sujet des priorités des équipes, salariales aujourd'hui. Ouais, absolument. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de RH un peu gadget parfois où on va mettre une machine à café, le fameux baby-foot et ainsi de suite. Et que, en fait, les gens qu'on recrute, ils sont un peu comme tout le monde. Ils ont des besoins qui sont plus importants que d'autres. Et leur besoin, ce n'est pas forcément de jouer au baby-foot, c'est plutôt d'avoir un salaire juste dans leur marché. Et donc, nous, on a évidemment l'exemple de la pyramide de Maslow qui a été inventée dans les années 40. Donc, c'est de dire que tout d'abord, c'est les besoins physiologiques, de dire qu'on va pouvoir avoir de quoi survivre, ensuite de sécurité, ensuite d'appartenance à un groupe, après que ce groupe vous estime, et après d'accomplissement personnel. Et l'entreprise, elle doit participer aussi à faire évidemment les besoins physiologiques qu'on espère, mais faire grandir la personne jusqu'à l'accomplissement et jusqu'au moment où elle est heureuse de faire son travail et où elle sent qu'elle grandit en tant que personne en faisant ce travail. Et évidemment, dans dans la plupart des entreprises, on a fait une étude pour voir un peu quelle était la priorité des salariés et c'était tout en ligne avec ça. C'est 90% voient le pouvoir d'achat comme une priorité, mais beaucoup de nouvelles demandes aussi se développent comme la flexibilité, le télétravail, les vacances selon les besoins, des perks et ou de l'association au capital. On voit qu'il y a à la fois qui vont aller dans des étages un peu plus hauts de la pyramide, mais que, évidemment, il faut toujours partir de la base, sinon les personnes ne vont pas vous prendre au sérieux, tout simplement.
Et alors, comment on construit? Comment on construit ça? Attends, juste pour revenir peut-être, Anaïs, sur la slide d'avant. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai toujours vu la pyramide de Maslow comme en fait des étapes, et c'est pas la peine de faire le top si jamais on n'a pas fait la base. Mmh. Nos amis égyptiens n'ont pas mis le haut de la pyramide avant les fondations. Merci pour cette belle image inutile, mais enfoncer des portes ouvertes, c'est toujours clarifié. Bravo. Vous ne pouvez pas parler à vos collaborateurs de mission d'aller sauver la planète si à la fin du fin, vous n'avez pas validé cette première étape. Mmh. Et donc, quand vous créez votre idée, votre stratégie de marque employeur, parce qu'à la fin de ce webinaire, le but, c'est que les gens aient quand même quelques pistes de marque employeur, de propositions aux collaborateurs, bah, inévitablement, le sujet 1, c'est la rémunération. Et il y a effectivement pas mal de perks. Les perks, c'est les avantages sociaux, les bénéfices. Donc, ticket resto, mutuel, éventuellement les crèches, le café gratuit. Voilà. Et donc, vous ne pouvez pas mettre donc la flexibilité au travail, sauver la planète, si jamais les collaborateurs ne se sentent pas payés équitablement avec les avantages sociaux qui les intéressent. Par exemple, et là aussi, il y a des vraies différences culturelles. En France, les tickets restaurants, ça semble indispensable comme avantage social. Vous allez en Angleterre, ils ne comprennent pas. Et limite, ils vont vous dire, mais qu'est-ce que mon employeur a à faire avec ce sujet personnel qui est ma nourriture le midi? Donc, c'est aussi, et pareil, on peut faire la différence culturelle nord-sud de la France, est-ouest. Et sur les besoins physiologiques, donc il y a la rémunération, on est tous au courant de cette directive européenne qui sort dans 2 ans obligatoire en France, qui est la transparence des grilles de salaire. Mais donc ça aussi, c'est des choses qui doivent être travaillées vraiment en numéro 1. Et après, bah, il y a la flexibilité, tout le reste. Je voudrais juste donner une stat qui est aussi intéressante que les 90%, là, c'est que en 2019, donc avant le Covid, un jeune sur 2 qui est arrivé sur le marché de l'emploi était prêt à changer d'entreprise pour avoir plus de flexibilité. Donc, ça fait que se renforcer. Mais un jeune, il ne changera pas d'entreprise si jamais il n'est pas payé, en fait. Donc, déjà, la phase numéro 1, c'est de rémunérer justement les collaborateurs. Et là, après, pour le coup, bénéfices, ils sont assez forts sur le fait de rentabiliser au maximum cette rémunération pour éviter un certain nombre de charges sociales ou d'autres choses. Et alors, il y a Anita dans le chat qui remet un peu en question la pyramide de Maslow. Elle vous demande, elle dit, la pyramide de Maslow a beaucoup évolué ces dernières années au niveau de la consommation, marketing, client. Quel impact sur la pyramide doit-on la modifier également et la prendre en considération? Moi, je dirais que c'est sur la pyramide de Maslow, c'est quand on parle de besoins physiologiques, de sécurité et tout ça, on parle vraiment du minimum. C'est-à-dire que si la pyramide de Maslow, c'est de se dire que le début, c'est la consommation à tout va, évidemment, oui, ça évoluerait absolument. Mais si on se dit juste que c'est bien répondre et pas avoir peur pour la fin du mois, là, ça, c'est une question qui n'évolue pas forcément. Donc, c'est important de se dire la pyramide de Maslow, pour nous, c'est pas exactement consommation, puis besoin. On ne la voit pas d'une façon marketing, beaucoup plus comme elle a été créée à l'origine. Et du coup, comment construire une bonne stratégie de rémunération? Pour nous, il faut qu'il soit vraiment aligné avec les valeurs de l'entreprise. Il faut la penser pas seulement avec le salaire brut, mais aussi globalement, parce que évidemment, de l'épargne salariale, des tickets restaurants, même si ça reste des modes de rémunération, on a les cagnottes, et c'est aussi évidemment avec les objectifs de l'entreprise dans les prochaines années, quel type de profil je veux recruter, comment je veux avancer, et donc c'est comme ça qu'on va aller aussi construire notre stratégie de rémunération qui doit être liée évidemment à nos ambitions et à notre entreprise. Pardon, j'arrivais pas à réouvrir mon micro. J'étais bloquée. Non, je te laisse avancer, vas-y. Ouais, j'avance. Et donc, du coup, les éléments de la rémunération pour nous, c'est évidemment pour le salaire, donc salaire fixe, bonus et commission individuelle, les bonus collectifs, les avantages avec la santé-prévoyance, les dépenses des quotidiens, l'épargne salariale, le capital avec les BSPCE, et pour construire pour le futur, ça c'est super important d'avoir, se dire qu'on bosse pour un salaire dans une start-up par exemple, mais qu'on n'a aucun upside si l'entreprise devient énorme. En fait, on se dit les fondateurs seront très très riches et moi j'aurais gagné mon salaire, et c'est un peu démotivant.
Et alors que c'est très intéressant, au contraire, quand on est dans l'entreprise. Et les perks, là, ici, ça va être beaucoup de petits avantages qui donnent une expérience pour les salariés sur et en dehors du moment de travail. On vous donnera pas mal d'exemples un peu plus tard. Comment tu fais une distinction entre perks et avantages? J'ai Magali qui demande ça dans le chat. Alors pour moi, la façon dont on l'a construit, c'est que les avantages, ça va être vraiment des choses qui sont des avantages sociaux, donc qui sont mis en avant par l'État, souvent défiscalisés, la santé, la prévoyance, l'épargne salariale, le CESU, enfin, c'est des choses qui sont très régulées. Les perks, ça peut être plein d'avantages qui sont autres, par exemple, avoir par exemple des fruits toute la journée, avoir C'est du plus. ouais, le repas payé par l'entreprise, avoir une cantine d'entreprise, enfin, il y a plein de choses comme ça, avoir des outils pour le confort des salariés, une meilleure ergonomie, enfin, ça peut aller un peu à l'infini. Si je peux, Mais si je peux clarifier un peu, peut-être, en gros, on a la rémunération, où il y a 3 éléments, le salaire, les bonus et l'intéressement, donc la participation au capital, qui peut être des actions, l'intéressement, la participation, etc. Donc, c'est plutôt quelque chose de très collectif. Et ensuite, on a les avantages sociaux. Effectivement, il y a plusieurs appellations, perks, benefits, etc. Mais donc, c'est tout ce qui n'est pas lié à la rémunération pure et qui vient en plus. Il y a des choses obligatoires, comme le dit Aurélie. Mais après, dans ces choses obligatoires, on peut les penser différemment. Et l'obligatoire de la santé et prévoyance est assez récente. Hein, ça date de Hollande. Avant, c'était pas obligatoire sur les non-cadres. Il y avait des vraies différences sur les non-cadres, etc. Il y avait des entreprises qui déjà innovaient en donnant les mêmes avantages à gauche et à droite. Sur la santé, on peut prendre en charge plus que le minimum obligatoire. On peut faire des mutuelles. Enfin, voilà, sur le côté obligatoire, je minimise un peu ce que dit Aurélie parce que en fait, si l'employeur veut faire des choses, il le fait même si c'est obligatoire. Il peut prendre une mutuelle toute pourrave qui coûte pas cher. Il peut prendre des choses assez bateaux. L'intéressement, la participation à plus de 50 collaborateurs, il peut rajouter des choses dans son résultat pour faire diminuer la participation et tout. Donc, pour moi, c'est vraiment une démarche volontariste. Et encore une fois, revenons au centre du débat, qui est la marque employeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on propose aux collaborateurs? Pourquoi les collaborateurs vont chez InRésidence? Pourquoi les collaborateurs vont chez Total, vont chez L'Oréal? Et donc, c'est aussi mettre en musique ces avantages sociaux. Je pense à un client là où on l'a fait très récemment, où en fait, c'est un client qui historiquement a empilé des avantages sociaux, a rajouté des choses par le réseau, tiens, je connais machin qui sont sympas, par des demandes clients, il y a une maternité, on met en place une crèche, etc. Et au final, c'est des avantages sociaux qui coûtaient très cher sans nécessairement avoir un impact. Le travail qu'on a fait et qui est assez facile à faire, que tout le monde peut faire, on serait ravi de le faire pour vous, mais c'est assez facile. C'est juste de revenir aux bases, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose aux collaborateurs? C'est quoi notre proposition de valeur? Et ensuite, comment est-ce qu'on le met en musique dans les avantages sociaux? Et donc, pour ce client, on a travaillé 2 axes qui sont, un, le focus. C'est des gens qui travaillent énormément. Et donc, on a travaillé sur tout ce qui est autour du travail pour qu'ils se ressentent sur leur travail. Donc, on a mis en place une conciergerie, on a mis en place un compte retraite, parce que c'est aussi des choses qui prennent du temps. On a mis en place de la crèche. On sait à quel point ça peut être lourd au niveau de charge mentale de trouver une place en crèche ou une solution de garde pour son enfant. Donc, on a mis tout ça au focus pour que les gens travaillent efficacement. Et pour donner Google, par exemple, même s'ils ne le disent pas comme ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout est mis sur le campus pour que les gens travaillent. Et donc, d'aller à la salle de sport, ils ont mis une salle de sport. Ils évitent le trajet, ils évitent, etc., etc. Voilà. Bon, ouais. Et deuxième chose qu'on a fait, c'est le vivre ensemble, le travailler ensemble. Donc, on a mis en place un certain nombre d'éléments, d'événements pour que les gens apprennent à travailler ensemble. Donc là, on a eu bien sûr des soirées, des petits déjeuners, des moments conviviaux, des accueils, des départs. Voilà, on a mis pas mal de choses en place sur ces 2 sujets. Et de mettre en musique les bénéfices, c'est aussi travailler dans la marque employeur, plutôt que empiler, j'ai pas envie de dire ça, mais ajouter. Et d'ailleurs, dans notre refonte de focus, on a travaillé avec Bénéfice, qui nous a retravaillé notre mutuelle de façon intelligente, parce que en lien avec notre population, en lien avec notre besoin, avec ce qu'on veut faire, voilà, il y a beaucoup de mutuelles qui proposent une mutuelle de base avec une option. Bon, c'est une bonne solution. C'est la solution qu'on doit avoir dans son entreprise, j'en sais rien. C'est des choses qui se réfléchissent. Il ne faut pas subir, quoi. Faut être acteur. Et on en revient au principe de base de la marque employeur, en fait, c'est de partir de l'interne et de l'évaluation de l'interne
décider ce qu'on va appliquer derrière. Alors, juste pour l'anecdote quand même, parce que ça m'a fait sourire, il y a Constance qui dit dans le chat, aux USA, certaines boîtes proposent la congélation des ovocytes comme perks. Bon, pourquoi pas, hein. Après tout. Là, je peux citer une entreprise qui s'appelle Ninti, Ninti, qui travaille sur la fécondité en entreprise. Donc, en France, c'est un peu étonnant qu'on vienne nous parler de fécondité, de projet de parentalité. Oui. Mais aux États-Unis, c'est normal et c'est le quotidien. Mmh. C'est aussi une différence culturelle, une différence Absolument, économique. ouais. En France, vous faites une PMA, elle est prise en charge, peut-être pas à 100%, mais en tout cas, il y a une forte prise en charge. Aux États-Unis, c'est pas pris en charge. Et donc, c'est aussi un élément différenciant. Si jamais j'ai un projet de parentalité en PMA, par de l'infécondité ou d'autres types de sujets de fécondité, je vais plutôt aller dans telle entreprise parce qu'elle m'accompagne sur ce sujet plutôt que dans une autre. Voilà. Et c'est une entreprise, Ninti, qui travaille beaucoup aussi sur l'impact motivation et engagement des équipes qui ont des sujets de parentalité difficiles. Donc, très bel exemple. Merci, Constance. Oui, en fonction, s'adapter à la culture. 90% des salariés estiment mériter une augmentation. On avait déjà vu cette stat passer sur un webinaire précédent et elle fait souvent réagir. Je vous pose la question d'ailleurs dans le chat. Est-ce que vous aussi, vous estimez mériter une augmentation? Moi, je pense que oui, j'en mérite une. Petit message glissé à la team Culture RH. Mais sinon, parlons sérieusement. Non, c'est une slide qui est intéressante parce que je pense qu'aujourd'hui, on voit toute l'augmentation et le salaire comme à la base de la pyramide, mais on se rend compte aussi que c'est un outil qui est assez inefficace pour, dans certaines mesures, pour les salariés et qui est de plus en plus cher. On voit que pour des taux assez élevés d'impôt sur le revenu, il peut y avoir jusqu'à 70% de déperdition entre le salaire brut et le pouvoir d'achat. Et en fait, souvent, les salariés se retrouvent à demander une augmentation, à demander 3 ou 4% d'augmentation. Et en fait, se rendre compte qu'après tous les impôts qui sont passés derrière, en fait, il ne reste pas grand-chose. Et donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui, contre lequel nous, on essaie de se battre au maximum. Et comment on essaye de le faire, ça, je vous invite à revoir la présentation pour aller plus précisément dans les chiffres. Mais nous, on utilise les avantages sociaux et qui sont de plus en plus considérés comme du salaire brut pour les salariés. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que les avantages sociaux soient utilisables le plus facilement possible et le plus facilement mis en place par des petites équipes. Par exemple, les titres restaurants, le chèque cadeau, le télétravail, la mobilité durable, on met tout dans une cagnotte. On travaille aussi avec la mutuelle, la prévoyance, et on fait en sorte qu'une entreprise qui, finalement, n'avait qu'un budget de 100 puisse donner quasiment 100 à son salarié sans passer par la moulinette étatique et finalement se retrouver avec 30 ou 40. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour nous qu'on fait d'ailleurs en interne et qui est aussi un gros enjeu d'attractivité pour nous aussi. Je vous propose qu'on avance sur le sujet suivant, le sujet de la communication. Maintenant qu'on a travaillé tout ce qu'il y a à travailler en interne, comment est-ce qu'on fait briller tout ça à l'externe à travers une posture un peu d'influenceur? Alors, je pense que Calixte, tu vas nous guider sur cette partie-là. Ouais, c'est un vrai sujet parce que la marque employeur, déjà en interne, elle est compliquée à faire connaître et admettre, etc. Mais on a la main sur les collaborateurs internes, les freelances, les salariés, pour leur transmettre cette information-là. On peut le faire lors de réunions mensuelles, trimestrielles, annuelles, lors de points individuels, lors de communication interne. En externe, c'est beaucoup plus compliqué parce que on devient limite en B2C et on doit communiquer à énormément de gens pour pouvoir atteindre notre cible. On revient toujours sur l'objectif premier qui est, en externe, 1, d'attirer les talents, 2, de rendre les collaborateurs internes fiers de leur marque et donc de les fidéliser, de les engager, et 3, d'avoir une image de marque, d'être cohérent par rapport à notre business, à notre activité qui est de vendre des produits quels qu'ils soient. Et donc, il y a un sujet qui est efficace et pas cher, comme dirait la MAF, c'est de mettre en place une stratégie d'influenceurs, d'advocacy, employer advocacy, brand advocacy, donc des gens qui vont être évangélistes de la marque employeur. On a toujours peur, on ne sait pas trop comment faire, c'est ma vie privée, j'ai pas envie de communiquer, je suis pas à l'aise sur un post LinkedIn, etc. Et donc là,
Ce qui se fait souvent, c'est en V1 déjà une communication par le top management, par les RH. C'est sûr que si vous demandez à vos collaborateurs de communiquer en externe et que les leaders en interne ne le font pas, ça va être mais pourquoi moi, et alors que Bernard, le patron, il ne le fait pas. Donc déjà, et là c'est facile, même dans une TPE, même dans une petite entreprise, d'avoir un collaborateur qui va communiquer en externe. Je reviens à l'exemple sur la boulangerie. La boulangerie, ils sont passés dans meilleure boulangerie de France, l'émission sur M6. De fait, les deux chefs d'entreprise, les deux patronnes, elles sont allées exprimer leurs idées, leurs envies, pourquoi est-ce qu'elles ont fait ça, etc. Et donc, de base, on a un peu de mimétisme en se disant, si jamais elles le font, je vais le faire aussi. Donc, vraiment, c'est ça. Ensuite, deuxièmement, c'est de fournir des éléments de communication. On a tous peur, c'est la page blanche, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment le dire. Si vous fournissez régulièrement des exemples de posts en interne, ce qu'on fait par exemple, c'est le Content Day. C'est une fois par mois ou par trimestre, dis-moi Aurore si je me trompe, on a la communication, l'équipe marketing qui nous fournit un certain nombre de supports, d'éléments, de mots-clés à poster. Ce qui permet d'avoir un relais très fort, 150, 200 collaborateurs qui postent en même temps le même sujet. C'est sûr que dans notre cible, ça va être communiqué, ça va être acté. Donc, des éléments. Et ensuite, troisièmement, c'est de respecter les collaborateurs, puisque là, on est dans la limite, on ne peut pas pousser les gens à le faire. Et donc, dans ces cas-là, le respecter, ça peut être aussi de les inciter à le faire, et on les incite en les rassurant. Donc là, on peut faire de la formation. Il y a des très bons organismes qui aident à la prise de parole en public, qui aident à la rédaction. Je peux citer Aura, par exemple, AURA, qui est une entreprise qui vous aide sur cette partie employee advocacy, c'est-à-dire qui va communiquer avec vos collaborateurs, certains ciblés, certains choisis, pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre la parole, le relais en écrit. Mais ce n'est pas que devenir influenceur LinkedIn, c'est plein de choses en externe. C'est travailler sur la cooptation, par exemple. Comment est-ce que vos collaborateurs vont coopter? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont accès aux offres? Est-ce qu'ils sont rémunérés? Quel est le message qu'ils peuvent faire? Quelle est la culture interne? Voilà. Et si je peux me permettre, au-delà de mobiliser les équipes pour qu'elles-mêmes aillent partager du contenu, il y a une alternative aussi possible, c'est qu'à l'échelle entreprise, qui généralement partagent déjà du contenu, c'est d'impliquer les salariés dans cette création de contenu, les impliquer avec des interviews. Moi, je le vois, je le fais pour des clients, des articles interviews dans lesquels je vais aller interviewer des personnes de l'entreprise. Ils seront dans la lumière à travers un article. Finalement, c'est quelqu'un d'externe à l'entreprise qui le fait pour eux. Et pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la communication, finalement, on le fait pour eux. Et c'est une autre manière aussi de faire du bien à la marque employeur à l'interne, parce qu'on implique tout le monde, et à l'externe, du coup, parce que ça met en évidence les salariés de l'entreprise. Et c'est d'autant plus important parce qu'il y a des études régulières quand même qui nous disent que 76% des personnes interrogées affirment faire plus confiance au contenu partagé par leurs pairs que par les entreprises elles-mêmes. Donc vraiment, le sujet employee advocacy, c'est un vrai sujet parce qu'on a plus tendance à faire confiance à des gens, à l'instar de ce que là, vous nous partagez du côté de bénéfices comme de une résidence où chez vous aussi, vos membres prennent la parole. Corentin, il y a Constance. D'ailleurs, Constance qui est là dans le chat aujourd'hui, j'ai vu plusieurs messages passer. On a Constance, RH Bénéfice, qui prend la parole sur LinkedIn. Oui, absolument. Voilà, c'était pour vous donner un peu les exemples, mais Calix qui a construit pas mal d'influence depuis plusieurs années, et Constance qui s'est lancée assez récemment et avec qui on avait pas mal de discussions justement sur comment le faire, comment se lancer et comment prendre goût en fait à ça, et qui a eu des super résultats. Donc, il ne faut pas hésiter. Ça prend du temps, mais quand on commence à prendre le goût des choses, on se débrouille très bien. Et donc, inspirez-vous, allez voir ce que font les autres, inspirez-vous de ce que font les autres aussi, c'est absolument un premier pas aussi. Je peux citer un exemple, c'est dans le nord de la France, il y a plusieurs grandes surfaces, des Carrefour, des Auchan, où les collaborateurs se sont mis à faire des vidéos sur Instagram, TikTok et tout. Alors, j'ai malheureusement pas les marques en question parce que je suis moi-même pas très actif sur ces réseaux-là, mais il y a eu deux impacts évidents. Premièrement, il y a des collaborateurs qui ont demandé à postuler dans cette entreprise parce que ils avaient envie de rentrer dans l'histoire. Et ensuite, deuxièmement, il y a des clients qui sont allés, qui ont changé d'enseigne parce qu'ils se sont rendus compte que l'atmosphère en interne était bonne. Voilà. C'est un impact direct.
De toute façon, moi, ce que j'aime bien dire souvent, c'est que maintenant, la marque commerciale et la marque employeur, elles se confondent. Les consommateurs sont attentifs à la marque employeur et les futurs salariés sont attentifs à la marque commerciale et à la qualité de service qui est rendue auprès des clients. Enfin, maintenant, la limite, elle est très fine. Il n'y a même plus de limite, finalement. Dernier point pour conclure ce webinaire, c'est les bons outils pour automatiser. Quelques exemples d'outils pour... alors, j'aime bien... Alors, on va aller très vite. ouais, On va aller très vas-y. vite pour pas trop faire de la réclame. L'idée, c'est vraiment de vous dire que il faut, quand vous êtes une petite équipe dans une TPE-PME, vraiment penser votre stratégie avec des outils. J'ai mis évidemment ceci, mais ça peut être, ça peut en être d'autres. L'idée, c'est de faire en sorte de gagner le plus de temps possible, que ça soit sur la PEP, les avantages, par exemple le feedback ou les perks. Faire en sorte, ici j'ai mis Payfit pour la paix, bénéfices pour les avantages, pour les feedbacks, j'ai mis Elevo, mais il y en a plein d'autres, et Sport Heroes pour les perks, mais il y en a évidemment plein que vous pouvez utiliser. L'idée, c'est de gagner du temps et par contre, de ne pas se retrouver dans une situation où on utilise la technologie un peu à tout va et chaque salarié se retrouve avec 25 outils, 25 logins et 25 choses à utiliser. Faites simple et prenez les outils qui vous feront gagner le plus de temps possible. Et j'en profite, très sympa le tips, Aurore qui répondait à une question dans le chat, pardon, qui partageait le tips sur le Content Day. Ça peut être sympa de challenger, tester ça chez vous aussi, de challenger un peu vos équipes comme le font les équipes in-résidence. Et alors, peut-être le mot de conclusion, en tout cas le mot d'ordre à retenir, Corentin, avec tout ce webinaire bien complet. Je vois dans le chat il y a Anaïs qui dit webinaire incroyable comme toujours. Bah, merci. Ça fera plaisir à Culture RH et ça fera plaisir à Bénéfice aussi, avec qui on a fait beaucoup de webinaires cette année. C'est toi qui as écrit. C'est toi, Anaïs. Tu crois qu'on t'a pas C'est vu? moi, Anaïs. Allez, faire une mot. Mais il fallait pas le dire. Oh là là. Oui, il y aura un replay. Hein, je réponds à la question en même temps. Oui, il y aura bien un replay. Il vous sera envoyé automatiquement. Et là, il y a Anaïs dans le chat qui dit non, c'est une autre. Oh, mais là, c'est mort. Les gens vont pas me croire. Là, ça y est. C'est la coïncidence est drôle. Mais non, mais je pense que Kay serait d'accord avec moi. Mais en fait, dans une petite entreprise, il faut faire simple. Petit à petit, on construit brique par brique. On n'a pas besoin de faire un PowerPoint de 150 slides pour expliquer notre stratégie et de mettre en place un plan en 30 étapes. L'idée, c'est vraiment de partir des priorités des salariés et d'y aller peu à peu et voir ce qui marche. Du coup, pour voir ce qui marche, il faut être vraiment très itératif. Il faut tester, voir l'impact. Souvent, nous, quand on met en place une nouvelle initiative chez Bénéfice, on demande tout de suite aux salariés qu'est-ce que vous en avez pensé, et on est très, très intense sur voilà, si ça n'a pas été exactement la bonne expérience, alors qu'il faut qu'on trouve des solutions concrètes, des retours quantitatifs, des retours qualitatifs qu'on peut faire avec des Google Docs, c'est simple, hein. Et évidemment collaboratif, et évidemment d'être collaboratif, sonder les salariés à la fois sur l'expérience qu'ils ont vécue, mais aussi sur ce qu'ils voudraient vivre et sur comment on va évoluer, comment ils voudraient voir évoluer leur entreprise. Très clair. Ouais. Merci pour ce récap. Est-ce que Calix, tu veux compléter? Petit mot. Je finis, je l'ai mis dans le chat. En fait, ça peut faire peur la marque employeur. Il y a énormément de sujets et tout. Commencer très simple. Premièrement, de quoi j'ai besoin. Et donc, c'est ce que disait Corentin. Donc, elle a posé la question aux salariés, en interne, en externe. Est-ce que j'ai besoin d'attirer, de retenir? Est-ce que j'ai besoin de, etc. Premièrement. Deuxièmement, ce que je propose. Et là, vous pouvez faire des présentations de 50 slides. Vous pouvez faire juste 3 bullet points sur un papier. Hein. Qu'est-ce que je propose à mes collaborateurs? Quelle est ma valeur? Et plutôt en se différenciant des autres. On sait que si on copie, ça ne fonctionne pas, mais on peut faire comme les autres en un peu mieux. Et enfin, troisièmement, comment est-ce qu'on communique ça? Et petit instant promo, nous, c'est un truc qu'on fait assez régulièrement pour des clients, c'est Employee Value Proposition. Par ailleurs, c'est pris en charge à 100% par l'OPCO, donc ça coûte rien au collaborateur, et on a un document qui est… Mais je me rends compte que je ne sais même pas je sais même pas que vous faites ça. Bah si, on ne fait pas de la créa, hein. Derrière, on ne va pas faire les campagnes de pub, etc. Non, mais tout le travail d'audit qui est l'audit analyse, on fait ça. Ouais.
On fait tout, hein. On fait aussi le café, on fait voilà, on lave les voitures, on est vraiment des commerçants, quoi. On fait tout. Constance, elle confirme, ils font tout. Bah, bon à savoir, parce que tu vois, moi-même, connaissant pourtant une résidence, pour moi, voilà, je suis une mauvaise élève. Je pensais que vous faisiez voilà, du consulting RH, recrutement, mais j'avais aucune idée que vous interveniez sur ces sujets-là, donc c'est bon à savoir. Je vois Aurore qui a mis le lien dans le chat. Et peut-être, Julie, pour répondre à ouais, ta question, je te coupe, Anaïs, mais vas-y. déjà, la première chose, c'est de voir qui est honneur de ce sujet. Est-ce que c'est les RH? Est-ce que c'est le marketing? Il y a souvent un double rattachement, mais d'avoir qui a cette responsabilité-là. Et après, d'expliquer à la direction qu'en fait, c'est pas un coût. Parce qu'on peut déjà juste, avec ce qui est fait aujourd'hui en entreprise, essayer de les mettre en musique pour communiquer. Et ça ne va pas rajouter un coût. Ça va rajouter de la clarté, de la vision. Quand vous faites vos enquêtes d'engagement, une fois par an, il y a souvent des je ne comprends pas la vision de l'entreprise, je ne sais pas où on va, et tout ça. De remettre tout ça dans un document pour dire qui on est, qu'est-ce qu'on propose, où on va, juste ça, ce n'est pas de l'argent, c'est un peu de temps, mais ça clarifie énormément de choses. Voilà, je ne sais pas si ça t'a aidé, Julie. Oui, exactement. Et J'espère. pour vous parler rapidement de bénéfices, nous, du coup, l'idée, c'est d'utiliser les avantages sociaux justement comme levier de fidélisation et de marque employeur. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 3500 entreprises de 1 à 400 salariés. Et pour donner un budget équivalent plus à vos salariés, ou alors d'augmenter vos salariés, mais de le faire de la façon la plus intelligente possible. Et donc, on vous invite à l'essayer, comme on vous invite aussi à prendre contact avec une résidence si vous avez des problématiques RH que vous voulez régler. Je vais remettre d'ailleurs la slide, vous aurez les noms, les contacts. Hop, je me remets dessus. Pas très pratique d'ailleurs, je suis en train de me dire la plateforme pour le coup. Hop, je suis allée trop vite. Oh là là. Donc, écoutez, je pense qu'on a fait tout le tour de ce qu'on voulait aborder aujourd'hui et je crois que c'est très rare. On a réussi à presque tenir le timing de 2 minutes, donc parfait. Au vu des réactions dans le chat, j'ai l'impression que les retours sont plutôt positifs. Donc, un grand merci à vous deux, Calixte et Corentin. Je pense que c'était un webinaire très complet. Merci Constance qui dit super trio. Merci à vous. Et puis en plus, c'était le dernier de l'année. Moi, je vous retrouve en vrai sur LinkedIn tous les jours, pour ceux qui le savent. Mais on se retrouve dès janvier avec des nouvelles éditions. On a plein de sujets à aborder. Les RH sont suffisamment vastes pour avoir de quoi faire. En tout cas, merci à vous deux. Merci Corentin, merci Calixte. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était le cas. Un plaisir. C'était un plaisir comme à chaque fois. Et puis, on se retrouve bientôt. Ouais, c'était super. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne journée tout le monde. Au revoir.